Demba Babel Sow. Demba Babel Sow, vous êtes le député de la diaspora sur l'axe Paris, parce qu'on a 15 députés à travers la diaspora. Mais vous, vous êtes basé à Paris. Ça fait au moins, je ne me trompe pas, une quarantaine d'années que vous êtes ici. Tout à fait. Je voulais, avant qu'on rentre dans la discussion, que vous vous présentez, parce que je sais que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de choses à nous dire, parce que de votre parcours, on sentira en fait quelqu'un qui est pluriel. Et j'ai voulu en fait vous inviter dans l'émission Woneko, qui est l'émission qui fait voir et fait savoir. Parce que les gens vous connaissent de par votre nom, mais ils ne savent pas votre parcours. C'est pour ça justement, je vous ai invité pour une première et surtout de pouvoir aussi vous présenter aux Sénégalais. Qui vous êtes? Ben, je suis, comme tu l'as dit, tu permets qu'on se tutoie, parce qu'on est des frères, on se connaît, on y reviendra. Mike Silla, Demba Babel Sow, je suis Demba Babel Sow. Je suis originaire d'un petit village qui se trouve à 600 km du Sénégal, qui s'appelle Djoudé-Djavé, où j'ai vu le jour en octobre 1955. J'ai perdu mes parents très tôt. C'est important pour la suite. J'ai fait mes études primaires dans ce village, ce qui m'a marqué parce qu'un village de 600 km de net en 55 et faire l'école primaire, qui s'appelait d'ailleurs école primaire publique mixte déjà. Mais là, hommage à Léopold Sédar Senghor et Amadou Makhtar Mbow, qui à l'époque était ministre de l'Éducation nationale, parce qu'il est venu visiter cette école. Et une fois, la CM2, s'il fallait aller dans une grande ville pour faire l'entrée en 6e, parce que c'est une école primaire d'un petit village, je suis arrivé à Pikine dans les années 66. J'ai fait mes études secondaires jusqu'à la 3e au Collège Canada. Et je suis parti à l'aventure en 1973, je suis arrivé en France. On ne peut pas dire que c'est pour des raisons économiques, parce qu'avoir 18 ans, je n'avais aucune charge familiale, je n'avais aucune contrainte. Donc je suis parti librement découvrir la France. Voilà, je ne suis pas un immigré au sens économique du terme, mais je suis parti si jeune pour changer d'horizon. Donc vous êtes venu en France pour la première fois à l'âge de 18 ans faire vos études? Non. Ou c'était plus... J'ai fini mes études, enfin j'ai fini. J'ai volontairement décidé de venir quand j'ai fait mon BEPC en 1973. Et comme il y avait beaucoup de gens de mon village qui revenaient de France, donc ils achetaient des maisons. Moi, naïvement, je disais, mais ils n'ont pas fait l'école, ils reviennent, ils achètent des maisons. Et moi qui suis un peu, voilà, qui ai fait l'école quand même, qui a un bon niveau, mais il se peut que je puisse acheter un immeuble ou que je puisse acheter une cité. Dans ma jeunesse, quoi, la conception. Déjà, pour moi, voilà, être en France, être analphabète, mais je dis ça avec beaucoup de respect pour mes parents, hein, naturellement, et réussir leur vie jusqu'à construire, jusqu'à faire des choses, revenir avec des beaux constats. Je dis, mais moi, si je vais là-bas, qui ai fait l'école, qu'est-ce que ça va être? C'est ça qui m'a stimulé pour aller en France. Donc j'avais eu des facilités. Je suis venu directement, je ne suis pas passé par la clandestinité ou par les routes de la mort. Vous savez, ça me ramène au film de Sidiki Kaba. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, bien sûr, Sidiki qui est un ami à moi, que je respecte beaucoup, qui a énormément fait pour le cinéma. Ça s'appelle les routes de la... Voilà. Donc je suis venu ici en 1973. Et qu'est-ce que tu vas faire en France quand tu es arrivé à l'âge de 18 ans, que tu découvres un monde complètement nouveau pour toi? Mais ce qui m'a facilité quand même, c'est la langue. Et comme j'aime beaucoup le français depuis l'école primaire, c'est une langue, j'aime beaucoup parler le français. D'accord, donc vous étiez déjà venu avec quelques bagages intellectuels. Voilà, je suis la troisième, je suis bon. Facilité. L'école de l'époque, on apprenait quand même, on était des très bons élèves, parce que les classes étaient réduites. On n'était pas à 100 maintenant, comme on fait l'école le matin et l'après-midi. Le niveau était bon, on avait d'excellents maîtres, on était motivés par les punitions d'abord, parce que voilà, on corrigeait, mais sévèrement. Combien de fois j'ai été pris, comme on appelait ça, 4 gaillards à l'époque. Tu connais, Mike, tu n'apprends rien. Donc c'était une raison pour être comment on faisait les leçons au clair de la lune. Il n'y avait pas de bougie, il y avait des lampes à mèche. Donc on sortait dans la cour, mais c'était rigoureux quand même comme enseignement. Déjà dans le village, comment on corrigeait les fautes. Parce que si vous aviez le symbole, c'est ce que c'est,
Tu ne dormais pas la nuit tant que tu ne remettais pas le symbole à note. Parce que chaque matin, le maître disait à l'entame de la classe qui a le symbole. Donc, tout le monde si tu as le symbole, c'est que tu avais fait des fautes. Et donc, on te punissait en fonction des fautes de français. Donc, ça forge. Et puis, c'était l'époque de Senghor quand même. C'est du président Senghor. Paix à son âme et hommage à ce qu'il a apporté, en tout cas, de mon point de vue. Au niveau éducation, il a énormément apporté. Absolument. Donc, voilà, je suis arrivé ici. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire dans ce pays-là? Il y avait des parents qui habitaient dans le foyer, qui travaillaient chez Renault Flin, qui travaillaient dans l'industrie, dans la sidérurgie, dans le commerce, dans les restaurants, les hôtels. Mais chaque fois que je commençais mon boulot, parce qu'à l'époque c'était facile. Donc vous n'avez pas continué vos études, vous avez quand je suis arrivé, tout de suite à travailler. J'étais dans le même. Après j'ai pris des cours du soir. Du soir quand même. Je reviendrai. J'ai fait de la sociologie à Paris 8-25, c'était à l'époque d'Ali Soyer, c'était. Où les travailleurs pouvaient s'inscrire même s'ils n'avaient pas le bac. Exactement. Donc j'ai fait 3 ans de sociologie. Vous avez fait Paris 8. Je le dis très rarement. Qui est une université libre d'ailleurs, qui a donné la chance à beaucoup de travailleurs. C'était au temps du président Giscard d'Estaing et c'est l'UNICT qui avait ouvert l'université au travail. Tout à fait. Quand je finissais mon travail, en plus j'ai eu la chance de travailler dans un milieu scientifique, le musée de l'homme en l'occurrence, qui est un musée d'anthropologie, de préhistoire et d'ethnologie. Donc c'est une chance. Je travaille avec Jean Rouge, je travaille avec Michel Coppens, Henri de Lumley, André Leroy-Gourand, c'était Lévi-Strauss, excusez du peu. Donc forcément, j'étais à l'école de la vie. Donc vous étiez, de par mon travail, baigné dans l'intellectualisme. Il fallait que je me forme. Vous avez eu la chance quand même de faire des belles rencontres. Ça c'est extraordinaire. D'ailleurs, ce qui m'a amené au musée de l'homme aussi, c'est un coup de hasard parce que je militais au MRAP, le mouvement qui lutte contre le racisme. Et pour l'amitié entre les peuples, dont le secrétaire général s'appelait André Lévy, qui était un juif. Et j'allais à des colloques comme ça par curiosité. Et le professeur André Langané, qui est un grand anthropologue qui travaillait chez les Bassari, au sud du Sénégal, m'avait invité à ce colloque, parce que je l'ai connu dans un colloque du MRAP. Et le colloque était intitulé Inné et acquis. Ce qui est inné et ce qui est acquis chez l'homme. Donc je mettais la mise en place, je donnais les prospectus. Et quand il a fait sa conférence, qui m'avait beaucoup captivé, où il expliquait pourquoi les Noirs couraient plus, avaient des médailles plus en athlétisme que dans l'aviation. Et il a expliqué les choses aussi facilement. Il disait, mais parce que c'est la savane, parce qu'il y a de l'espace. Donc c'est naturellement, il n'y a rien, c'est naturel. Et pourquoi en piscine on est fort aussi? Parce qu'il y a le fleuve, parce qu'il y a la mer. Et par contre, il y a des matières où le blanc est fort, mais ce n'est pas parce qu'il est blanc, ce n'est pas parce qu'il est plus fort que nous. C'est-à-dire que l'homme s'adapte à la condition dans laquelle de son environnement. Voilà, exactement. L'homme et son environnement. Et donc après ça, quand je suis intervenu en disant, mais pourquoi nous on dit toujours que le blanc est supérieur? Pourquoi même nous les Noirs, nous acceptons cette idée que le blanc est dominateur? Mais il m'a expliqué, il m'a dit, mais ça c'est le complexe du colon. Mais c'est pas vrai, tout le monde naît à poil. Il m'a dit cette expression qui m'a marqué. Il m'a dit, est-ce que tu as vu quelqu'un venir au monde avec un pyjama? Je dis non. Il me dit, tous les êtres humains donc naissent libres et égaux. Tout le monde vient en même temps. Naturellement. Que ce soit dans ton village natal, que ce soit à Washington, que ce soit à Neuilly, personne n'est né avec un... Donc à partir de là, l'homme se construit. Donc à partir de là, vous vous êtes forgé, il y a eu des rencontres, il y a eu des expériences, vous avez ouvert votre état d'esprit et ça vous a permis en fait d'aller vers l'universel. Ça vous a ouvert en fait sur une nouvelle façon de venir en tant que jeune Africain à s'insérer dans une société autre que la vôtre. Absolument. Et que ça t'a permis en fait d'aller vers quoi par la suite? Effectivement, tu as dit une expression qui me plaît. Toi, jeune Africain, tu n'as même pas dit jeune Sénégalais. Et ça me plaît. Parce qu'une fois que je suis en France, je ne suis plus sénégalais, je ne suis plus peul. J'appartiens à l'univers, j'appartiens à l'universel. Je suis curieux de la culture française, je suis curieux de la cuisine française, je suis curieux de ce qui se passe aux États-Unis. En même temps aussi, des luttes, parce que quand je suis arrivé en France, c'était à l'époque du programme commun. Où Pompidou venait de décéder. Giscard d'Estaing était candidat, le président Giscard d'Estaing, paix à son âme. François Mitterrand était candidat, et donc je suivais la fête de l'humain. Je suivais les débats en essayant de percevoir qu'est-ce qui différenciait Georges Marchais de François Mitterrand, qui étaient tous de gauche. Parce que je n'avais pas ces notions subtiles du socialisme et du communisme. Et qu'est-ce qui disait le libéral Giscard? Donc je me suis baigné là-dedans. Je me documentais aussi en même temps pour connaître l'histoire du mouvement ouvrier en France.
Voilà, donc c'est des luttes. J'ai l'impression que c'est de là où votre côté, j'allais dire plutôt syndicaliste, est peut-être né. Parce que je sais que vous avez milité pour CGT. Donc c'est de là où tout est parti pour être en fait ce que vous êtes devenu après, par la suite. En fait, j'ai fait un choix à Mike, parce que je me suis dit, bon, comme je ne sais pas pourquoi je suis venu en France, parce que je n'ai pas besoin d'amener chaque mois d'envoyer de l'argent au pays. Vous voyez, parce que tu fais ça quand vous avez des femmes, des enfants, voilà, qui attendent quelque chose. Mais comme moi, je n'étais pas tenu par ça. Donc il fallait bien que je m'occupe. Oui, je n'avais même pas. Mais en même temps, j'étais très attaché quand même à mes compatriotes qui étaient ici. Donc c'était paradoxal. Je me suis dit, mais il faut que je m'épanouisse en France. Et comment m'épanouir? C'est en me cultivant, c'est en mouvant. Et puis c'est aussi en étant comme un poisson dans l'eau, comme dans un aquarium, parce que je me plais en France, je parle la langue, j'aime le pays, j'aime la littérature, j'aime le théâtre, j'aime le cinéma, j'aime la musique, j'aime la cuisine, j'aime ce pays. Sincèrement, donc voilà. Les contacts se naissent. Donc, voilà, j'allais dans des colloques. Beaucoup de colloques. Je militais. Et donc, pour revenir à André Langané. Vous militiez à l'époque où? Avec qui? J'étais au MRAP déjà. D'abord, okay. Associatif. Et à la LICRA. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Mais bon, c'était deux associations un peu communes, mais un peu rivales, mais pas trop méchantes. Parce que la LICRA, c'était plus sur l'antisémitisme. Alors que le MRAP, c'est contre le racisme dans son ensemble. Mais en même temps, donc André Langané m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Je lui ai dit, mais je viens d'arriver en France. Et il me dit, mais est-ce que ça t'intéresse de venir travailler au Musée de l'Homme? Je dis, oui, travailler pour travailler. Moi, au Musée de l'Homme, aller chez Flin, c'était aller travailler. Donc quand je suis arrivé au Musée de l'Homme, on m'a recruté comme gardien au musée. Donc voilà, surveiller les galeries, de 9h à 17h, accueillir les élèves, les groupes pédagogiques, les visiteurs, les étrangers, tout ça. Donc, au job de contact. Automatiquement, voilà. Donc, il y a toujours une continuité. Il y a un fil conducteur entre justement cet engagement au niveau du MRAP, de la LICRA, des collègues, et là où Dieu m'a amené au musée de l'Homme. Je me suis dit, mais... Qui est une grande ouverture, déjà. Absolument, scientifique, à travers le monde. Parce que c'est là où j'ai découvert les Bassari. Moi, je suis du Sénégal, je n'ai jamais entendu parler des Bassari. Et quand on m'a expliqué la vie des Bassari, j'ai dit non, c'est pas possible. Voilà, quand on se fiance avec quelqu'un, la fiancée est à la disposition de tous les copains de la même génération que le fiancé. J'ai dit à M. Langané, non, ça c'est pas au Sénégal. Donc vous découvrez. Voilà, on m'a parlé des bédiques. Voilà, les bédiques. Je n'ai jamais entendu parler des bédiques. C'est dans mon pays. Après votre parcours au Musée de l'Homme et du MRAP et évidemment de l'ICRA, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre parcours en tant que syndicaliste et surtout de votre engagement politique. Je dirais que le processus entamé est fatalement mené au syndicalisme et à la lutte politique. Bon, moi j'ai beaucoup milité dans des partis d'extrême gauche en France. J'en ai un d'ailleurs jusqu'à présent avec qui j'ai beaucoup de passion. Donc j'étais proche un peu de la gauche communiste. Et progressivement, bon, c'était des temps de lutte, on était encore dans le post-1968, les grandes grèves de 68, les acquis des ouvriers, voilà. Mais l'arrivée, je dis donc, je suis arrivé en 74 comme le président Giscard d'Estaing a gagné les élections, comme François Mitterrand, on a eu un septennat de libéralisme, où on s'est beaucoup battu, où il y a eu beaucoup de manifestations. Et dans mon travail donc au Musée de l'Homme, il y avait un syndicat CGT qui était dirigé pratiquement par nous, entre guillemets, des militants syndicalistes, mais d'extrême gauche de la CGT. Et c'était des luttes passionnantes. C'est surtout sur les conditions de travail, parce qu'on ne peut pas dire que dans un musée, les conditions de travail soient la même chose que chez Renault. Ce n'est pas des horaires les 3-8, à 4h du matin où il y avait une équipe de gardiens de nuit. Mais nous, on commençait à 9h, on finissait à 17h. Mais entre 9 et 17, il y avait l'accueil des gens, du public. Il y avait des conférencières, il y avait beaucoup de conditions de travail. Donc toute la lutte s'est menée autour de ça. Et là, je me suis engagé aux côtés de la CGT. Et en même temps, parallèlement aussi, il y avait des luttes anti-apartheid pour la libération de Nelson Mandela. Donc ça fusionnait, ça allait de partout, les combats. À l'époque, la France était un pays de lutte et de revendication. Il est toujours d'ailleurs, voir les gilets jaunes. Mais ce n'était pas le même contexte. Le contexte des années 70 et 80 est beaucoup plus militant. En fait, du racisme, j'ai glissé à la revendication beaucoup plus universelle sur le droit des travailleurs, sur les acquis des travailleurs, qui concerne tout le travail en fait. Voilà. Au-delà de ça, on n'est plus travailleur sénégalais. Donc vous avez milité dans CGT, vous avez eu l'occasion de... Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, maintenant, il me prélève mes cotisations. On l'a arrêté il y
il y a 1 an. Ils l'ont arrêté il y a 1 an parce que c'était des prélèvements automatiques. Automatiquement. Et donc nous, notre syndicat, c'est la FERCSUP, c'est la Fédération Éducation, Recherche et Culture de l'enseignement supérieur. Comme c'est le musée de l'homme dépend du musée de l'Éducation nationale. Voilà. Donc, on a beaucoup travaillé aussi sur les universités, les réformes, tant d'Alain Devaquet sur le... Alain Devaquet, qui était quand même au ministre de l'Éducation. C'est à l'époque de Malik Oussekine. Voilà, le décès de Malik Oussekine, on était dans les cortèges. Donc, mais en même temps, je n'ai pas lâché quand même mes origines. Souvent, j'allais au consulat pour aider mes compatriotes dans leurs démarches administratives. J'allais dans les foyers pour voir aussi les conditions de vie dans les va-et-vient, les combats de la Sonacotra. Les foyers Sunyata. Oui, parce que c'est votre background un peu syndicaliste qui vous a poussé justement à aller vers ce côté, j'allais dire, utile et en même temps patriotique. Moi, je me définissais comme un soldat de l'engagement, comme un militant de l'engagement. Parce que comme j'aime les gens, j'aime beaucoup les gens, j'aime aider les gens. J'aime avoir l'impression que je suis là pour résoudre les problèmes des gens. Et puis surtout, vous êtes rassembleur, ça a un côté rassembleur. Donc, voilà, et puis moi je n'avais pas d'état d'âme par rapport à défendre Jean-François comme défendre Pam, défendre Djenaba ou Nicole. J'ai pas ces problèmes pas de race, j'aime pas les races, parce que vous êtes là, on m'a appris qu'il n'y avait pas de race, mais de communautarisme.